Xavier Aloui, vous avez été directeur général de l'ILO de 2003-2010. Vous avez évidemment une très bonne connaissance de l'histoire de cette association. Et puis, vous avez piloté un certain nombre d'innovations sur la question de la réinsertion des détenus. Je vais donc tout de suite vous passer la parole. Bonjour mesdames et messieurs, bonjour mesdames les présidentes et messieurs les présidents. Il me revient donc de vous présenter quelques repères sur le cheminement de l'ILO depuis sa création, pour nous conduire en effet jusqu'au thème du colloque d'aujourd'hui. L'association est née d'un dessein humaniste qui n'était pas dénué à l'époque d'un petit côté philosophique tournant autour de l'idée de rédemption, mais surtout animé par une révolte contre l'ostracisme consécutif à la prison et qui se traduit dès le début par un accompagnement opérationnel d'anciens détenus dans leur réadaptation sociale selon les termes de l'époque. Souvenez-vous peut-être, l'an 69 se situe entre la sortie du film Les Grandes Gueules avec Lino Ventura et de Un Cave avec Claude Brasseur et Marthe Keller, deux films qui mettent en scène ces instants particuliers de la vie d'un homme ou d'une femme quand la personne franchit vers le dehors les portes du pénitencier. Voici l'homme seul dans la rue, à moins que d'anciens compagnons l'y attendent, c'est la sortie sèche, scène typique souvent vue au cinéma qui porte en elle une gravité à la fois libératrice et dramatique, souvent avant-coureuse de toutes sortes de nouvelles aventures tragiques. L'ILO naît à cette époque-là, à Saint-Denis, avec l'ouverture de sa première maison d'accueil, soutenue par des donations privées. L'atmosphère s'y veut familiale, voire bon enfant. Quelques pellicules d'époque, celle-là filmée au sein de l'ILO, véhiculent ces images. Après la prison, on y est reçu comme à la maison. On y sera accompagné par des gens empathiques et de bons conseils, dont certains d'ailleurs sont déjà passés par là, qui vont aider à trouver un emploi, un logement. Puis, d'ici 6 mois, on reprendra son envol dans la vie normale, plus serein, plus confiant et responsable. 6 mois de réadaptation, c'est le temps qu'il faut normalement, se dit l'ILO. L'association développe ses actions, déplace à Paris sa première maison, en crée une autre à Vincennes, puis un second établissement parisien et s'implante à Amiens pour son 10e anniversaire. Au cours des décennies suivantes, l'histoire maintient son cours avec les créations successives de nouveaux établissements ou services. Ces époques-là voient aussi les activités de l'ILO évoluer bien au-delà des univers pénitentiaires, sous la pression des besoins sociaux diversifiés dont l'association prend sa part, spécialement à Amiens ou encore à Joinville-le-Pont, où elle crée l'accueil téléphonique 115 du Val-de-Marne, le second en France par l'ampleur de son activité. Cet élargissement des actions et des publics relève en grande partie des sollicitations des DAS, devenus les principaux bailleurs de fonds, même si les donateurs continuent d'apporter le complément fidèle indispensable. De fil en aiguille, passons d'un siècle à l'autre et nous voici à l'AG de 2004 et son rapport annuel. Que met-il en évidence ? Il expose le travail accompli, hébergement, mise à l'abri, accompagnement dans l'insertion professionnelle et sociale d'un large éventail d'usagers. Plus d'1 millier de personnes passent ou séjournent annuellement à l'ILO, que ce soit par exemple pour y prendre le repas de midi chaque jour de l'année, ou y résider plus ou moins longtemps, ou se réinvestir professionnellement dans l'un des ateliers. Cependant, le bilan confirme ce constat. Les actions, aussi nécessaires soient-elles, ont divergé de la vocation initiale. Le public justice n'est plus majoritaire et de loin. C'est à la faveur de débats très ouverts que l'ILO adopte dans ces années-là son nouveau projet associatif. Il est le fruit d'une réflexion associant les membres du conseil d'administration, les travailleurs sociaux et les chefs d'établissement. Le nouveau projet réaffirme la vocation centrale de la réinsertion sociale et professionnelle des personnes ayant rapport avec la justice, sans lâcher les autres engagements. L'ILO clarifie son identité et définit mieux ses objectifs et priorités.
Dès lors, l'association peut mieux les communiquer à ses partenaires, maître mot que nous allons réentendre, partenaires qu'il faudra bien désormais se décider à approcher en plus grand nombre. Pendant ce temps, l'inspiration et le discours humaniste sont devenus aussi plus sociétaux et le travail social n'a cessé de se professionnaliser. Dans le même temps, l'ILO prend acte des transformations sociologiques des populations placées sous main de justice. C'est dans ce climat qu'une nouvelle action fait l'objet d'une convention expérimentale à l'initiative de la Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris, la DISP. Il s'agit d'héberger en structure collective des détenus placés sous surveillance électronique, les DPSE. À ses débuts, le projet est conçu comme un test pour vérifier l'adéquation entre le régime de la surveillance électronique et les contraintes de la vie en CHRS. C'est une première, voyez-vous. Jusque-là, les seuls détenus qui pouvaient y prétendre étaient ceux disposant d'un logement autonome ou familial, ce qui interdisait tout espoir de sortie sous bracelet aux autres qui se trouvaient les plus démunis. L'action se met en place lentement, peut-être parce qu'elle n'est pas très vite intégrée par les SPIP, plus sûrement parce que les JAP la négligent dans un premier temps, et au sein de l'ILO aussi, il faut persuader, en particulier quelques travailleurs sociaux craignant de devenir de la sorte, à leurs yeux, comme ils le disent, des matons. Le projet finit par prendre corps pour un démarrage effectif en 2006. Puis, l'année suivante, 16 DPSE sont hébergés au CHRS République pour des temps allant de 3 semaines à 1 an. L'ILO et la DISP renouvellent leur convention et l'élargissent. Non seulement le nombre de places est accru, mais surtout, le nouvel accord stipule que l'ILO accompagnera les DPSE tout autant que les autres résidents en lien avec les conseillers d'insertion du SPIP. Ce point est très important parce que jusque-là, la prestation était en théorie seulement hôtelière. Les travailleurs sociaux n'étaient pas autorisés à accompagner les DPSE hébergés dans leur propre établissement. Dans l'ensemble, la formule va montrer des atouts, mais bien entendu, rien de magique. Nous allons observer des freins et subir des échecs. Cependant, avec le premier recul, l'ILO et les SPIP prennent la mesure de son intérêt pour beaucoup des bénéficiaires. On étend l'accueil des PSE aux établissements d'Amiens, puis le ministère de la Justice le propose à d'autres acteurs. Avant les DPSE, les équipes de l'ILO participaient déjà ponctuellement à des mesures d'aménagement, semi-liberté ou placement à l'extérieur, à Paris et à Amiens. Mais les DPSE ont marqué une étape dans l'histoire de l'association. En interne, ils ont contribué à faire évoluer certaines pratiques et à moderniser les méthodes d'un accompagnement qui, désormais, s'implique davantage dans le temps de l'exécution de la peine. L'accueil des DPSE a, de plus, permis à l'ILO de mieux relier ses propres actions à celles de l'administration, et vice-versa d'ailleurs, ce qui n'est pas mince. J'en termine bientôt. En 2009, les premiers ateliers qualification-insertion, les AQI, s'inscrivent dans cette méthode concertée, et cela de façon plus novatrice encore qu'avec les DPSE. Les AQI combinent de manière étroite, une formation qualifiante en alternance, celle d'agent polyvalent de restauration. 2, le cadre réglementaire des ateliers d'insertion, mais dérogatoire à l'obligation d'une production économique. 3, des compléments de formation dispensés au sein de l'ILO. Et, bien entendu, toujours l'accompagnement individuel. Cette fois, il s'agit d'une initiative entière de l'ILO, avec un travail de conviction auprès de l'administration pénitentiaire, sans le parrainage de laquelle rien n'aurait été possible, et un plaidoyer serré devant la DIR de l'époque, la DDTEFP. Les AQI combinent d'une manière inédite les leviers qu'ils mettent en œuvre, et cela dans le cadre d'un partenariat encore plus large, puisqu'il embarque en plus des acteurs essentiels de la formation en alternance, les entreprises. Entreprises qu'il a fallu convaincre, elles aussi. Voilà.
Tout ce que je viens d'évoquer contient les raccourcis exigés par le temps imparti au présent exercice, mais c'était la petite part historique qui me revenait. Pour finir, observons que depuis le début de cette histoire, ce sont toujours nos mentalités, nos certitudes, naturellement, qu'il faut faire évoluer d'abord pour avancer. Merci de votre attention. Merci Xavier Aloui. Vous avez vu que Tommy Dessine était déjà à l'œuvre. Vous avez vu le petit îlot qu'il représentait tout à l'heure sur son dessin. Je vais passer maintenant la parole à monsieur Tarasconi, qui lui est directeur pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris. Vous travaillez évidemment le post-sententiel, mais ce qui est un peu nouveau, sur le pré-sententiel maintenant, et de façon assez novatrice, avec un accent particulier sur la question du logement. Je vais vous laisser développer le propos sur ce que vous pensez, sur ce que vous faites, et sur ce que vous pensez de l'évolution, justement, de la prise en charge des sortants de prison par l'administration pénitentiaire. Et vous signaler qu'après l'intervention de M. Tarasconi, il y aura un échange avec vous, puisqu'évidemment, cette journée doit être rythmée et alimentée par les questions qui sont les vôtres, de manière à faire avancer la discussion et la réflexion. Je vous en prie. Merci. Donc, bonjour à tous, mesdames et messieurs. Pour vous situer exactement la chose, actuellement, je suis directeur au service pénitentiaire d'insertion et de probation de Paris, où se trouve le centre, le CHRS, donc Chemin Vert, qui est une structure centrale de l'association ILO. J'y suis depuis relativement peu de temps, de 2 ans actuellement. J'ai eu l'occasion par le passé de travailler directement ou indirectement avec l'ILO, soit par le biais de réflexions sur des aménagements de peine venus d'autres départements que Paris, là où je pouvais me trouver, soit, et c'est aussi un témoignage de la complexité des interventions de l'ILO via des interventions plus originales. Je me souviens avoir vu l'ILO soutenir un projet porté par le SPIP, notamment la coordination culturelle du SPIP sur la prison de Réau, à destination des femmes détenues, qui se nommait Anti-Portrait, qui justement travaillait à permettre d'avoir un regard différent sur ce public-là de la part du public, ce qui est un défi, comme ça a été dit plus tôt. Je pourrais faire quelque chose de très technique et vous expliquer ce que je fais au quotidien, ce que nous faisons, ce que font les CPIP, ce que font nos partenaires de l'association de l'ILO. Je pense qu'on a tous fait des colloques où on se réunit tous en se disant que c'est merveilleux la façon dont on travaille bien les uns avec les autres, tout en n'en pensant pas moins face aux difficultés qu'on rencontre au quotidien. J'aimerais que vous partiez, enfin à l'issue de mon intervention en tout cas, vous n'allez pas partir à l'issue de mon intervention, mais qu'à l'issue de mon intervention, vous disiez, que vous ayez le sentiment que ce que nous faisons sur le terrain de l'insertion des personnes sous main de justice et personnes, puisque effectivement nous travaillons de façon centrale avec le CHRS, personnes sans domicile stable, fonctionne. Et je le dis de façon affirmée parce que je suis bien conscient qu'il y a effectivement beaucoup d'endroits en France où la recherche d'hébergement, particulièrement pour le public justice, est grippée, fonctionne difficilement ou très mal. Je voudrais vous amener à cette conviction par 4 concepts que je vais détailler dans les limites du temps qui me sont impartis. La complexité, et je parle de notre public actuellement. Le professionnalisme, ça a été dit, et je pense qu'effectivement de ce qui est parti d'une vocation ne peut plus se permettre actuellement de ne pas être sous-tendu par un véritable professionnalisme, par plusieurs même, puisqu'on parle de plusieurs professions. Le milieu ouvert, qui est un concept en soi, et le dynamisme. Par complexité, j'entends que sortant de prison, ce qui était le public cible de l'ILO historiquement, n'est plus vraiment un concept opérant. Effectivement, il ne
ne suivent pas que des personnes à travers toutes leurs actions en France, des personnes sortant de prison, mais même au-delà de ça, le public sous main de justice, je vais être très auto-centré, mais prenez par exemple l'administration pénitentiaire à Paris, le SPIP de Paris. Sur 4500 personnes qui sont suivies, plus des 2/3 ne sont pas en prison et une bonne partie de cela n'a pas connu la prison. Il n'empêche qu'ils peuvent bénéficier du travail en commun que mène l'ILO et d'autres associations d'ailleurs, avec l'administration pénitentiaire et en l'occurrence le SPIP. Ce public-là, encore une fois, sortant de prison, ça, public sous main de justice, ça implique certaines difficultés d'accès à un certain nombre de droits, d'insertion au sein de la société. On l'a dit tout à l'heure, enfin ça a été dit effectivement tout à l'heure, la prison, quelle que soit la façon dont elle devrait fonctionner, peut paraître ne pas fonctionner. On sait tous que c'est un environnement qui peut être aliénant. Donc on peut en ressortir plus brisé qu'on ne l'était au départ, ça c'est une évidence. Il n'empêche qu'au-delà de ça, c'est aussi un public qui recouvre de multiples facettes, ce que j'entends par complexité. C'est-à-dire que vous pouvez être un public sous main de justice, mais vous pouvez être en même temps jeune majeur, migrant, atteint de pathologie mentale, et j'en passe, sans domicile stable. Voilà, vous pouvez être tout ça en même temps, et les CPIP rencontrent ça quotidiennement. Par conséquent, vous pouvez avoir besoin de plusieurs biais de réinsertion professionnels, sociaux, culturels et bien d'autres. Professionnalisme. Actuellement, quand on vous dit prise en charge d'une personne sous main de justice ou d'une personne sortant de prison, je ne sais pas ce que les gens imaginent, mais je peux vous affirmer qu'il ne s'agit pas d'avoir quelqu'un, aussi volontaire qu'il soit, qui rencontre une personne détenue et que ça va suffire. Une ex-personne détenue d'ailleurs. Ça ne va pas suffire parce que le public est complexe et parce que tout ceci couvre donc des métiers très différents. Un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation qui travaille en SPIP n'est pas et n'a pas à être, même si historiquement ils ont pu être très proches, exactement la même personne qu'un éducateur ou un assistant de service social au sein d'un CHRS. Et ce n'est pas, si vous voulez, une nouvelle forme d'hermétisme de la part de la pénitentiaire, de se séparer de son environnement. Bien au contraire, c'est-à-dire que si je vous dis que ce que nous faisons sur Paris marche, c'est parce que nous avons mis en place et nous alimentons un travail de symbiose. Il est évident que le discours doit être semblable, porté à la personne placée sous main de justice, parce que quand je parle de complexité, c'est complexe pour nous, mais alors pour la personne placée sous main de justice, ça l'est encore plus, pas forcément les mêmes facilités que vous et moi pourrions avoir pour nous renseigner sur certains sujets. Le discours doit être comment? Ça amène donc une acculturation entre la pénitentiaire et tout le tissu associatif. Mais il faut être bien clair sur le fait que ce que fait un CPIP vis-à-vis d'une personne placée sous main de justice, ce que fait un agent du SPIP, quel qu'il soit, puisqu'il n'y a pas que des CPIP, ce que fait un agent de la pénitentiaire, un surveillant au moment où les personnes sont incarcérées, n'est pas ce que va faire une personne travaillant au sein de l'ILO, mais qui va apporter un plus. Donc tout ceci relève d'une coordination. Au niveau de Paris, notamment, on a actuellement et là je parle non pas des aménagements de peine, je vais y revenir ensuite, mais là aussi vous avez un caractère complémentaire entre le suivi des personnes SDF qui ne demandent pas forcément d'aménagement de peine, qui n'ont pas été condamnées à la préparation d'un aménagement de peine en milieu ouvert aussi, parce que ce n'est pas uniquement en sortant de détention. Et les aménagements de peine en soi, ça peut être les mêmes personnes qui en bénéficient, ça peut être une personne qui bénéficie d'un aménagement de peine et qui ensuite n'en bénéficie plus, puisque une des grosses différences de l'administration pénitentiaire par rapport à l'associatif, c'est que notre intervention a un temps donné, temps de la condamnation, au-delà duquel nous n'intervenons plus. C'est pour ça que nous avons d'autant plus besoin effectivement de tout le maillage social alentour. Ça peut être le même public ou pas, mais toujours est-il que le travail par l'aménagement de peine se fait en coordination directe entre
Là, par exemple, l'îlot et la pénitentiaire. On pense aux conventions qui permettent de placer des personnes sous bracelet électronique à l'îlot. Le travail de recherche d'hébergement, sans passer par l'aménagement de peine, puisque le SPIP peut être prescripteur d'une demande d'hébergement, passe via le filtre du SIAO. Sur Paris, actuellement, ce qui se passe, c'est que chaque semaine, nous avons une réunion interne au sein du SPIP qui consiste à balayer toutes les demandes que nous avons de personnes cherchant un hébergement, hors aménagement de peine, donc il faut imaginer qu'il y en a encore plus quand on pense aux aménagements de peine. Et ces personnes-là, qu'ils soient sortant de prison ou pas, sont proposées au SIAO via des critères qui nous sont propres, qui sont des critères de risque de récidive, de dangerosité de la personne, lesquels nous voulons ne pas voir rester à la rue parce qu'ils risquent de retourner chez la personne victime où ils habitaient, pour 1000 autres raisons. Et le SIAO mêle ces critères à ces critères de droit commun, la vulnérabilité de la personne, son âge, etc., et ensuite les propose aux structures d'hébergement telles que Chemin Vert, qui est en communication avec le SPIP au cas où les choses se passeraient mal ou au cas où des détails supplémentaires devraient être apportés. Monsieur Tarasconi, peut-être pour, alors je ne sais pas si c'est familier pour tout le monde, mais dites-nous un peu précisément ce que c'est que le SIAO. Le SIAO, je vais faire une vulgarisation très rapide. Le SIAO, il faut voir cela comme une plateforme nationale, même s'il a une forme de sous-traitance départementale, on va dire ça comme ça. Je fais vraiment de la vulgarisation, mais toutes les demandes d'hébergement faites par des personnes et portées par des travailleurs sociaux ou des CPIP au sein du SPIP sont centralisées par le SIAO, qui va orienter ensuite la personne vers telle ou telle structure en fonction de comment la demande a été présentée, c'est-à-dire que la personne a tel besoin, telle structure va être la plus adaptée. C'est intéressant sur quel plan? C'est intéressant sur un plan d'équité. Je parle là vraiment service public SPIP. C'est intéressant sur un plan d'équité parce que du coup, toute personne, quel que soit le travailleur qui va porter sa demande, toute personne a la même chance de se voir proposer une place sur un centre d'hébergement, peu importe que la personne qui la reçoive et porte sa demande soit dans le métier depuis 10 ans ou 2 mois, et donc ait tout un réseau ou pas. Voyez. Après, ça nous oblige, et j'insiste bien sur ce plan-là, ça nous oblige au niveau de la pénitentiaire, au niveau de l'associatif, à nous mettre en commun pour ne pas perdre le lien qui existait avant que le SIAO arrive et qui était un lien direct de est-ce que vous avez une place à un moment T, est-ce que vous pouvez prendre telle personne. Voilà. Ça nous oblige à garder ce lien et à être le plus clair possible sur la façon de porter une demande, puisque c'est à partir de nos données que le SIAO, qui n'intervient pas dans le fond des demandes, va pouvoir orienter vers telle ou telle structure et donc de ne pas créer des échecs en envoyant quelqu'un vers une structure juste parce qu'on veut lui donner un toit, alors qu'on sait que cette structure-là ne sera pas adaptée et que l'on va vers un échec. Voilà. C'est un peu long comme présentation, mais c'est... Ça va, il vous reste 2 minutes. Parfait. Milieu ouvert, j'en ai déjà parlé en fait sans faire un focus sur ce point, mais comme vous l'avez compris tout à l'heure, il a été dit qu'il était intéressant de repenser la prison. Au-delà de repenser la prison, c'est la condamnation même qu'il faut repenser, c'est-à-dire que la prison n'est ni l'alpha ni l'oméga d'une condamnation. Certaines personnes n'ont pas forcément vocation à y passer. L'intérêt est de trouver comment, puisque historiquement, il est vrai que les personnes condamnées passent... le premier réflexe, aussi bien dans la population que la magistrature, est de penser à incarcération. Je finis par dynamisme. Je ne sais pas si j'ai réussi à le faire passer, mais c'est une matière vivante dont je vous parle. Ce n'est pas quelqu'un a besoin d'hébergement, quelqu'un a besoin d'un accompagnement social, quelqu'un est condamné par la justice. Mathématiquement, on va suivre tel ou tel process. Ce n'est pas ça du tout. Ce sont des contacts permanents sur tout et n'importe quoi, parce que tout et n'importe quoi peut se passer parmi le public que nous suivons. Ce sont des réévaluations constantes. Et c'est une vraie admiration, en ce qui me concerne, vis-à-vis des professionnels qui s'investissent dans ce domaine qui peut parfois être ingrat, puisqu'on est souvent
face à de l'échec, puisque les personnes que l'on voit sont souvent celles qui ne finissent pas par se réinsérer, que ce soit les professionnels du SPIP ou les professionnels de l'associatif. Et j'espère qu'effectivement, plus nous allons nous professionnaliser et nous acculturer, et mieux nous arriverons à des résultats qui sont déjà bons, mais peuvent devenir encore effectivement meilleurs. Je vous remercie. Merci, Monsieur Tarasconi. Avant de passer la parole à la salle, tout de même 2 questions. Si on a bien suivi votre propos, vous innovez au niveau des SPIP parisiens et de la région parisienne à travers des dispositifs que vous nous avez décrits, et notamment concernant l'hébergement pour faciliter le fait de trouver un logement pour les personnes qui sont sortantes de prison. Est-ce que ça veut dire que le travail que vous réalisez au niveau des SPIP 75 et de la région parisienne est plutôt l'exception par rapport à la règle, et qu'au fond, pour l'instant, la réinsertion, ça patine en France de façon massive ou pas ? Alors c'est très vaste parce que la réinsertion ça couvre un très grand nombre de sujets. Moi ce que je sais, je ne suis pas dans la pénitentiaire depuis extrêmement longtemps, depuis 2011. Je sais que quand je suis entré, on n'entendait pas souvent parler par exemple d'entreprises d'insertion qui intervenaient en prison. Il se trouve que depuis j'en ai vu, je travaillais avec certaines d'entre elles, donc c'est quelque chose de très prometteur je pense. On a au niveau de la pénitentiaire un réflexe assez nouveau qui est de nous faire connaître aussi. Il ne s'agit pas de nous faire connaître juste pour attirer les projecteurs, il s'agit de dire ce qu'on fait parce que je pense qu'on le fait bien. On a des échecs parce qu'on a une matière difficile entre les mains, mais je pense qu'on a une vraie expertise qui est peu connue et qui n'intéresse pas beaucoup de gens, ou alors qui les intéresse sur un côté un peu malsain. Je parle ici du grand public. Après, ce qui se passe sur Paris est très spécifique parce qu'on a un nombre de SDF qui crève les plafonds. Avant, existait une structure qui s'appelait le SRIOPS. Je ne vais pas m'approfondir, mais ça n'existe plus. Et c'était un service qui centralisait les demandes d'hébergement de tous les sortants de prison au début de l'Île-de-France, puis ensuite de France. Et le service en question n'existe plus. Or, historiquement, comme ce n'est pas très connu qu'il n'existe plus, puisque c'est très récent, je vous parle de décembre 2017, on continue à avoir beaucoup de personnes condamnées SDF qui sont envoyées sur Paris par réflexe. Et donc, on ne peut pas faire l'économie d'un travail de fond sur la question des personnes sans domicile stable sur Paris. De fait, la problématique est réelle, mais moins prégnante ailleurs en France. Donc nos collègues ne mettent pas en place des structures aussi approfondies que ce qu'on peut faire, mais ça commence. J'ai des échanges avec des PIP à droite et à gauche, et effectivement, quand je parle de professionnalisme, on va effectivement vers quelque chose de plus en plus structuré, et qui dit structuré dit plus visible, et donc plus rassurant pour aussi bien les partenaires que pour les personnes concernées. Voilà, je vous laisse apprécier les dessins de Tommy Dessine derrière moi. Deuxième question sur l'évolution du public et de la population. Quel est votre regard là-dessus? Est-ce que cette population-là a singulièrement changé ces dernières années, ou est-ce qu'au fond on est toujours un peu sur les mêmes populations? Oui, M. Tarasconi, oui. Alors, je pense que la population a changé. C'est très personnel, parce qu'il n'existe pas vraiment de statistiques en la matière, mais je pense que la population a changé. Je pense que tout le monde le rencontre. Je pense qu'un état d'esprit général... les publics qu'on rencontre qui sont condamnés, soit peut-être parce qu'ils sont effectivement plus jeunes que par le passé, soit parce qu'il y a des courtes peines, déjà n'ont pas un relationnel à l'autorité qui était le même que dans le passé. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez une parole de sachant, que vous soyez éducateur, CPIP ou ce que vous voulez, que ça va être accueilli avec une quelconque forme de respect ou d'intelligence. Intelligence dans le sens entendre ce qui vous est dit par la personne. Il y a aussi un côté de plus en plus individualiste qui fait que les personnes viennent de notre service ou auprès de ce que j'en entends, auprès des partenaires de CHRS par exemple, avec un état d'esprit de l'ordre du vous me devez quelque chose. J'ai été condamné, vous êtes une sorte de prestataire de service, vous devez me trouver un hébergement. C'est comme ça. Ce qui en plus déjà est très biaisé et en plus ne fonctionne pas ainsi, bien entendu. Donc évidemment, quand vous arrivez avec un discours qui n'est pas dans ce sens-là, ça peut créer de l'incompréhension et de l'agressivité. On est face à un public aussi où il y a une problématique de sécurité qui est très importante, et la pénitentiaire a tout son rôle à jouer sur ce plan-là également. Donc oui, je pense que le public a changé. On n'est plus sur une majorité de sortants de prison
sur de très longues peines, brisées par la vie, etc. Vous êtes sur des gens pour qui, parfois, la prison, c'est une étape dans un parcours carcéral en plein boom. Et évidemment, ça ne se prend pas en compte de la même façon. Merci. Voilà la parole à la salle maintenant. N'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent en tête. Il y a 2 micros disponibles latéralement. Autant pour poser des questions évidemment à Xavier, à Louis. Vous avez compris l'innovation à travers l'accompagnement des personnes qui sont sous bracelet électronique et puis les propos de M. Tarasconi qui n'est pas entré tout à fait dans le détail des innovations qui ont été réalisées par son service et par les SPIP. Mais je pense qu'il aura l'occasion d'y revenir à travers les questions que vous voudrez bien lui poser. À vous la parole. Bonjour, donc, je suis Daniel Popovic, je suis content d'être là parce que j'ai été stagiaire à Lilo il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, je suis chef de service au sein d'une association qui s'appelle Coro Entraide, située dans le 16e arrondissement. Elle existe depuis 1973, cette association. Et elle s'occupe de jeunes majeurs âgés entre 18 et 25 ans en grande précarité, des jeunes qui ont été pris en charge par des services de l'aide sociale à l'enfance, des jeunes réfugiés, des jeunes qui sont sans doute passés aussi par votre service, un service pénitentiaire. Nous accueillons énormément de jeunes sortant de prison. Voilà. Et ma question est comment vous accompagnez ou comment vous travaillez plus précisément avec Lilo pour préparer ces sorties, puisque voilà, Coro serait aussi intéressé pour savoir comment mieux évaluer ces sorties, mieux accompagner ces jeunes de façon à ce qu'on puisse envisager une insertion réussie, puisque c'est pas toujours évident de les accompagner sur ce volet-là. Merci. Merci pour cette question, François-Marie Tarasconi. Bon, alors je vais essayer de pas du tout être technique encore une fois pour pas noyer l'assistance. C'est très difficile de la préparation à la sortie de prison, en particulier. Plus la peine est courte, plus c'est difficile. Pourquoi ? Je vais vous donner un exemple très parlant. Je vous ai dit qu'il y avait une commission interne au SPIP pour préparer pour porter les demandes d'hébergement via un soutien, une préconisation par le SPIP avant orientation par le SIAO. À quoi est-ce qu'on est confronté avec un sortant de prison ? On est confronté à, et j'ai eu le cas à 2 reprises cette semaine, vous préparez, vous préconisez, et au moment où le SIAO se tourne vers vous en vous disant, parce que le SIAO est conscient que le passage, les 48 heures de sortie de détention à la rue sont dangereux. Il se tourne vers vous en disant hey, nous avons une place par exemple à Chemin Vert, et là le CPIP vous dit non mais alors en fait le procureur de la République est intervenu et il y a une peine de 6 mois qui a été rajoutée. Évidemment, on ne va pas garder une place 6 mois en attendant que la personne sorte. Et donc, il y a une énorme frustration au niveau des SPIP de se dire à quoi ça sert ? En 20 minutes, ça peut être balayé. Autant que la personne sorte, soit en milieu ouvert pur, et qu'à ce moment-là, on la prenne en charge. Ce qui n'est pas un bon calcul. Pourquoi ? Parce qu'en effet, il y a cette transition de sortir dans la rue et sans avoir rien qui conduit à beaucoup de problèmes. Comment est-ce qu'on travaille actuellement ? Il est possible, c'est pas systématique, puisqu'encore une fois, ça peut pas être une science exacte, mais il est possible pour les partenaires de CHRS, quels qu'ils soient, mais fléchés justice prioritairement, bien entendu, comme c'est le cas de Chemin Vert, de rencontrer des personnes en détention si la personne est demanderesse pour un accompagnement, un hébergement à la sortie, et si effectivement l'évaluation du SPIP va dans ce sens. Vous pouvez avoir des personnes dont on sait qu'elle ne va pas se soumettre à un suivi socio-éducatif, et donc la solution n'est pas un CHRS. Si c'est pour qu'ils soient en conflit immédiatement avec les éducateurs, avec les AS sur site, fasse une récidive, retourne en détention 2 semaines après, ça n'a pas de sens. Donc on a besoin d'une motivation de la personne, puisqu'elles ont leur libre arbitre, on ne peut pas travailler pour elles à ces recherches d'hébergement et de prise en charge, mais on a également besoin d'un regard d'experts en la matière, pénitentiaire, et également, et c'est pour ça que ça peut être intéressant, c'est même très intéressant de faire rencontrer la personne par ceux qui vont le prendre en charge, par une visite
en détention. C'est des créneaux qui existent, qui ne sont pas systématiques, mais qui peuvent être arrangés. C'est important aussi pour que chacun des professionnels qui vont le prendre en charge à la sortie puisse poser un diagnostic en la matière. Voilà. Donc, toute structure qui en ferait la demande, que ce soit la personne qui en fasse la demande ou la structure qui, pour je ne sais quelle raison, saurait que telle personne existe et se présente pour l'accueillir, peut, via le SPIP, là je parle sur le principe, hein, je ne peux pas contrôler ce que font tous les SPIP de France, hein, bien entendu, mais peut effectivement participer à la préparation d'un aménagement de peine. Je dirais même qu'il faut être proactif parce que le nombre est tel et le flux, c'est un très vilain mot quand on parle de matière humaine, mais le flux est tel quand vous avez des courtes peines que s'il n'y a pas une forme de proactif, vous pouvez être noyé dans la masse des chiffres des gens qui entrent et sortent de prison sans que rien ne se passe. Ce qui est à la fois décevant et dangereux. Voilà. Merci. Autre question ? Bonjour, Yves Rakowski, je suis visiteur de prison, membre de l'ANVP, l'Association nationale des visiteurs de prison. Alors, le thème de ce congrès, c'est construire la réinsertion dès l'exécution de la peine. Nous, visiteurs de prison, on exerce notre bénévolat, on rencontre les détenus, c'est ce que nous faisons tous les jours. Mais nous sommes aussi des citoyens témoins du fonctionnement des établissements pénitentiaires. Et franchement, c'est avec désolation que l'on rencontre des conseillers d'insertion. Heureusement qu'il faut leur rendre hommage aux conseillers d'insertion pour leur engagement, leur foi dans ce qu'ils font. Mais quand même, quand on se retrouve avec 150 dossiers, c'est le cas très souvent à la maison d'arrêt de Villepinte, mais énormément dans tous les établissements de l'Île-de-France et très souvent aussi en province. Comment peut-on faire son métier avec autant de dossiers? C'est un découragement. Et en plus, les mutations, les démissions, les burn-out, l'administration pénitentiaire, c'est 28 000 surveillants. C'est sûrement pas assez à entendre les syndicats. Et 4 000 conseillers d'insertion, avec des difficultés au quotidien, mais qui sont énormes. Nous, dans notre fonction de bénévole, il nous faut les réconforter, souvent, tellement ils sont, mais parfois, désespérés. Alors, des fois, il y a une lueur d'espoir. Ah, tout d'un coup, il y a 7 stagiaires qui arrivent. Formidable, les stagiaires. Ah, il faut quand même apprendre son métier. Et à peine ont-ils ou ont-elles appris leur métier, hop, ah bah ça y est, c'est une mutation. Parce qu'on n'a pas tellement envie de rester dans les établissements de l'Île-de-France. Donc voilà ce que je voulais dire, un témoignage pour le formidable engagement des conseillers d'insertion, mais aussi un témoignage sur leur difficulté d'exercer leur métier au quotidien. Quand on dit construire la réinsertion dès l'exécution de la peine, ça veut dire qu'il faut avoir du temps pour s'en occuper. Et puis aussi des réorganisations permanentes. De temps en temps, le chef d'établissement dit « Ah ben, je vais affecter les conseillers ou les conseillères d'insertion par ordre alphabétique, ou par bâtiment, ou par ordre d'arrivée. » Ce qui fait que dans le parcours de sa peine, le détenu, qui commence à prendre confiance, à construire un projet, eh ben, on lui affecte des fois 3, 4 personnes différentes. Et à chaque fois, il faut qu'il recommence à expliquer son projet. Et ils finissent par être totalement découragés, par baisser les bras. Donc c'est un métier plus que difficile. Donc la réalité, c'est 28 000 surveillants. Et pour construire la réinsertion, 4 000 personnes. Voilà. Merci. Merci. On a bien entendu l'hommage que vous rendez aux conseillers d'insertion et de probation. Et puis,
aussi votre petite diatribe sur heures et malheurs de l'administration pénitentiaire. J'ai envie juste de vous interpeller, Madame la Présidente, si on peut vous passer le micro, parce que dans la réforme de la loi telle qu'elle a été votée et qu'elle va être mise en application, il y a justement des dispositions qui visent à faciliter le travail et à faire en sorte que la réinsertion se passe mieux et de façon plus cohérente. Oui, en fait, il y a deux axes dans ce projet de loi. Et déjà, il faut bien voir qu'on a, sur le quinquennat, on a une trajectoire, et c'était la volonté de la garde des Sceaux, d'avoir une loi de programmation pour essayer d'avoir un peu de visibilité dans l'avenir sur ce qu'on voulait faire et quel budget on voulait mettre pour ce faire. Donc on a une augmentation de 25% du budget de la justice. Je sais, tout le monde voudrait que ce soit beaucoup plus, mais 25% d'augmentation, il faut bien avoir conscience que c'est un effort majeur qui est fait budgétairement pour le monde de la justice. Les défis sont majeurs, donc il n'y a pas que la pénitentiaire qui bénéficiera de cette augmentation. Vous savez qu'il y a des grands plans de numérisation de la justice. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, non pas que pour la pénitentiaire. Quand je parlais tout à l'heure de l'agence du travail d'intérêt général et de faciliter l'accès aux entreprises et à l'employabilité dans les centres de détention, c'est aussi quelque chose qui coûte de l'argent. Après, il y a bien évidemment, et on l'entend, et c'est de façon récurrente, un manque de conseillers d'insertion. Et je ne vous dirai pas aujourd'hui qu'il y en a suffisamment. Il en faudrait bien évidemment beaucoup plus. Mais après, vous savez ce que c'est. Il faut faire des choix. Je pense que le budget est équilibré. On met le paquet sur les conseillers d'insertion et sur d'autres actions, même s'il faudrait faire beaucoup plus. La loi n'existe que par ses décrets d'application. On en est où à ce sujet ? Alors, les décrets d'application... Alors, c'est faux parce que quand même, il y a beaucoup de choses qui sont d'application immédiate. On n'a pas toujours besoin de décrets d'application. Après, je voudrais vraiment battre en brèche cette idée commune qui est de dire les décrets ne sont jamais pris. Moi, depuis 2 ans et demi que je préside la commission des lois, je suis très attentivement les décrets de tous les textes que l'on vote et dans 97% des cas, les décrets sont pris dans un délai de 6 mois. Donc, il est absolument faux de dire que les décrets ne sont pas pris. Là, la loi a été votée très récemment, ils sont en cours de rédaction, il y en a déjà qui ont été pris, mais ça se fait extrêmement rapidement. Merci pour cette précision. Une autre question ? Il y a juste 2 choses. Il est évident que les questions de RH et de nombre de personnel sont très importantes, qu'on est toujours effectivement très réconforté quand on est plus nombreux. Il y a eu un effort d'ailleurs qui a été fait sur la direction interrégionale de Paris à ce sujet-là. Cette année, pas plus tard que cette année, au niveau des CPIP en tout cas, parce que je n'oublie pas aussi nos collègues surveillants. Il y a quand même un point que je voudrais souligner, c'est qu'il y a un effet hypnotique dans les chiffres, que ce soit le nombre de personnes, de personnel présent, le nombre de personnes, de dossiers, de détenus, etc. Il y a un effet hypnotique aussi dans la prison, comme si c'était une sorte d'énorme monstre qui avale les énergies des gens qui y présentent. Il n'est pas vrai que vous prenez en charge de la même façon 2 personnes détenues différentes. Nous, au niveau des SPIP, il n'y a pas qu'une accélération sur le recrutement, il y a également une accélération sur les méthodes de travail. Vous avez peut-être entendu parler, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent de façon pointue à la pénitentiaire, du référentiel des pratiques opérationnelles, qui est notre doctrine, littéralement, qui est en cours d'application dans les SPIP. Je vous dis ça, c'est récent. Le suivi différencié. C'est un terme qui indique que effectivement, vous n'allez pas passer autant de temps et mettre les mêmes énergies et les mêmes axes de travail en œuvre avec chacune des personnes parce que ce n'est pas cohérent. Il y a certains profils pour lesquels vous allez rencontrer la personne une fois tous les 15 jours, d'autres pour lesquels, au contraire, rencontrer son CPIP est anxiogène et vous allez le voir tous les 3 mois, mais parce que ça se défend, que le service valide cette façon de prendre en charge. Vous aurez peut-être moins besoin de rencontrer quelqu'un au bout d'un certain temps, notamment s'il a intégré une entreprise d'insertion, il a intégré un programme culturel, s'il a été mis en place des actions collectives parce que c'est quelqu'un qui se livre plus sur des groupes que seul. Voilà, tout ça, ce sont de vraies choses qui existent.
Je ne sais pas ce qui se passe derrière moi, mais... Regardez, non, Tommy Dessine suggère d'être visiteur du SPIP. mais non, on ne reste. Ce que je veux juste te dire, c'est qu'effectivement, les RH, on aimerait en avoir plus, c'est sûr, mais on ne reste pas les bras brisés en se disant mon Dieu, on n'y arrivera pas. Parce que je veux dire, il n'y a pas que nous, tout le secteur social, tout le travail avec l'humain, même dans les autres milieux, le milieu hospitalier, c'est pareil. Je veux dire, si vous vous contentez de vous dire on n'y arrivera pas, ça peut très très vite devenir la norme. On n'y arrive pas, rien ne marche, c'est foutu, voilà. Ce n'est pas vrai, c'est juste que c'est difficile. Mais ça le sera toujours dans 10 ans, 20 ans. Il faut faire preuve de volontarisme pour avoir des renforts, certes, mais également de cohérence et d'originalité dans la façon dont on travaille. C'est compliqué, c'est lent, il faut travailler sur le temps long pour s'assurer effectivement des transformations et d'éventuels résultats. D'autres questions dans la salle? Oui, monsieur. Quand vous intervenez, n'hésitez pas à vous présenter pour qu'on puisse bien vous identifier. Oui, donc Guy Louis Thérèse, je suis responsable d'un établissement à Amiens, qui est la Passerelle, qui est un centre d'hébergement d'urgence. Bon, dans l'intervention précédente de Xavier Loris, il a vraiment martelé l'importance que l'ILO accorde à l'accompagnement. Vous avez évoqué également les sorties sèches. Alors j'aimerais savoir un petit peu comment sont pensées ces sorties sèches, les sorties de ces personnes d'incarcération. Et suite à votre réponse, j'aimerais vous dire ce que nous pratiquons sur Amiens. Est-ce que vous en dire 2 mots sur ces sorties sèches, donc sur cette préparation à la sortie? Merci. Alors, déjà, j'aimerais qu'on s'entende sur un terme. Sortie sèche, c'est un terme employé par l'administration pénitentiaire pour désigner les personnes qui sortent sans aménagement de peine, c'est-à-dire qui vont jusqu'au bout de leur peine et n'ont rien derrière. Ce n'est pas vrai que ces personnes-là ne sont pas accompagnées par la pénitentiaire derrière. Il y a au moins 2 autres façons de les accompagner. La première, c'est qu'elles ont droit à un accompagnement de 6 mois par le SPIP, qui n'est pas un accompagnement pénal, puisqu'effectivement, elles n'ont pas de mesures en cours, mais on peut servir de sas vers les prises en charge de droit commun. Et deuxièmement, il y a un nombre énorme de personnes qui sortent sans aménagement de peine, mais qui sortent avec, en complément de leur peine de prison, un sursis avec mise à l'épreuve, parfois pas exécutés avant leur dernière incarcération, qui donc serait relatif à ce qui est très compliqué à comprendre pour les personnes, relatif à des faits qui datent d'il y a des années et des années et des années. Parfois, ils sont tellement fascinés par leur sortie de prison qu'ils oublient complètement qu'en fait ils en ont encore pour 2 ans à venir tous les mois devant le SPIP pour rendre des comptes, ce qui aussi est dur à expliquer, mais c'est aussi notre mission. Donc voilà, j'aimerais relativiser l'idée de sortie sèche. Vous êtes sur le trottoir avec votre sac à dos et plus personne ne s'intéresse à vous dans la pénitentiaire, c'est faux. Ça arrive, il y a certaines personnes qui effectivement ont la chance de sortir sans avoir plus aucun compte à rendre à la justice, ce qui est une chance en soi, hein, même si après, évidemment, en termes de relais avec le droit commun, c'est compliqué. Mais il y en a beaucoup qui tombent sous la définition de la sortie sèche parce que pas d'aménagement, mais qui en réalité sont toujours suivis par le SPIP. Les sorties sans modalité d'accompagnement ou d'aménagement ne sont pas la règle. Je ne sais pas si on peut parler de règles, mais en tout cas, ce n'est pas aussi courant. Enfin, faut avoir en tête qu'effectivement, sortie sèche couvre un cas très spécifique. Voilà. Après, qu'est-ce qui se met en place pour accompagner ces sorties sèches? Il faut se rendre compte aussi d'un point très important et qui ne cesse d'être accentué, c'est-à-dire que le SPIP, si la personne n'a plus aucun lien et plus aucun compte à rendre à la justice, ce n'est pas que le SPIP n'a pas envie ou ne peut pas l'accompagner, c'est que le SPIP ne doit pas l'accompagner. Il faut toujours se rappeler, on peut avoir l'engagement philosophique, intellectuel qu'on veut, la bonne volonté qu'on veut, la relation entre un agent de la pénitentiaire et une personne suivie n'est pas égalitaire, est déséquilibrée. Il y a un côté ascendant, il y a un côté jeu de rôle dans la façon dont la personne ancienne détenue ou condamnée va s'adresser à un agent de la pénitentiaire. Toujours, tout le temps. Donc il est sain que si la personne n'a plus aucun compte à rendre,
à la justice, le SPIP ne la voit plus. Et d'ailleurs, ce n'est pas autorisé par les textes. Et je vous assure qu'avec ce qui s'est passé ces dernières années, les mises en place de plans Vigipirate absolument partout, actuellement, vous n'entrez plus dans un SPIP comme ça. Si vous n'avez pas de raison d'y être, vous n'êtes plus censé y venir. Alors, c'est malheureux en effet parce que certaines personnes ont une situation sociale dramatique. Donc si vous êtes vraiment dans la configuration sortie sèche pure, absolue, vous n'avez plus de compte à rendre et que l'administration pénitentiaire ne vous accompagne pas, quelle est la seule réponse possible? Eh bien, c'est que avant la sortie, tant que la personne est à la charge de l'État et en établissement, le SPIP ou l'établissement, les deux sont concernés à ce moment-là. Je rappelle que si les surveillants ne sont plus des gardiens mais des surveillants, c'est parce qu'il y a quand même un rôle de regard à porter sur la personne et une forme d'accompagnement aussi. Mettre en place un relais avec le système associatif en l'invitant dans les murs pour qu'à la sortie, la personne sache où aller. Ne serait-ce que ça. J'insiste sur le fait que certaines personnes sortent d'établissements pénitentiaires et ne sont pas du tout dans la zone géographique où ils vont vivre. Ce qui, ça aussi, est quelque chose à penser. Non. Merci Monsieur Tarasconi. On arrive là au terme de ce premier échange. J'ai tout de même posé une dernière question à Monsieur Allouy qu'on a laissé un peu seul là, dans ce dialogue avec la salle. Dans la préparation de ce colloque, lorsque nous nous étions vus, vous m'aviez dit que à l'époque, lorsque vous aviez lancé cette initiative d'accompagnement des personnes qui sont placées sous surveillance électronique, qui a été quand même une forte innovation portée par l'ILO, qu'à l'époque, vous vous sentiez très isolé, que finalement, les différents acteurs travaillaient de façon très séparée, et que vous constatiez qu'aujourd'hui, ça n'était plus le cas. Vous confirmez ce sentiment ? Oui, très manifestement. Le souvenir que j'avais, que je vous ai relaté, en effet, était qu'en tant qu'institution, au moment de la mise en place de l'accueil des DPSE au CHRS République, qui est devenu Chemin Vert, il n'y avait pas véritablement de lien entre l'ILO en tant qu'association et les services de l'administration pénitentiaire. Alors, dans les faits, il y en avait, j'allais dire, sur le terrain, puisque, comme M. Tarasconi vient de l'évoquer, il y avait déjà à l'époque des relations qui étaient étroites, sinon éventuellement quotidiennes, entre les travailleurs sociaux et la direction de l'établissement lui-même et les services de l'administration, et très particulièrement, bien sûr, les personnels des SPIP, mais cette relation et cette reconnaissance mutuelle, ou en tout cas cette interaction, elle se faisait essentiellement au travers des travailleurs sociaux. Et elle ne se faisait pas au travers, je dirais, des responsables, des administrations. Donc, alors, c'était bien et c'était totalement indispensable et c'était la vie même de l'établissement que d'être dans cette relation. Mais c'est le pas qui a été franchi, et c'est ce que j'ai évoqué très rapidement, le pas qui a été franchi, c'est une relation plus institutionnelle qui permet, en effet, d'échanger, de construire des projets et de ne pas être seulement dans le suivi individuel d'une personne, même si, évidemment, à la base, c'est quand même ça qui est le très important. Voilà, c'est, je pense, ce à quoi j'avais dû faire référence quand on en avait parlé. Merci beaucoup de cette précision. Ce colloque est l'occasion de mesurer d'ailleurs le chemin parcouru en la matière, mais on en parlera dans quelques instants. Merci, messieurs.